Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce lundi 28 octobre. Une semaine après le début d'un nouveau cycle de violence à Tripoli, l'armée se déploie sur l'axe stratégique de la rue de Syrie qui sépare les deux quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Bab el-Tebene. Lakhdar Brahimi à Damas, la mission de l'émissaire international chargé du dossier syrien, convaincre le régime et l'opposition de participer à la conférence de paix prévue en novembre à Genève. Après Paris et Berlin, l'ambassadeur des États-Unis à Madrid, convoqué au ministère des Affaires étrangères, la NSA aurait espionné 60 millions d'appels téléphoniques en Espagne entre décembre 2012 et janvier 2013. Et à suivre également dans ce journal, le nord-ouest de la France et le Royaume-Uni en proie à une violente tempête, des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité de part et d'autre de la Manche. On commence à Tripoli où l'armée libanaise s'est déployée sur l'axe stratégique de la rue de Syrie qui sépare les deux quartiers rivaux de Jabal Mohsen et Bab el-Tebene. L'armée a été prise pour cible par des éléments armés peu après son déploiement. 3 soldats auraient été blessés. Ce plan de sécurité vise à rétablir le calme dans cette partie de la ville, théâtre depuis une semaine d'affrontements sanglants à caractère confessionnel qui ont fait près de 15 morts et des dizaines de blessés. Une semaine après le début de ce nouveau cycle de violence, la menace des francs-tireurs plane toujours malgré le déploiement de l'armée. Les écoles et les commerces proches des zones de combat ont gardé porte close ce lundi. Le juge de la mise en état du tribunal spécial pour le Liban a achevé le transfert du dossier relatif à l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafi Hariri à la chambre de première instance. Ce dossier renferme toutes les preuves et les documents relatifs à cette affaire. La chambre de première instance doit maintenant poursuivre les préparatifs pour la tenue du procès, dont l'ouverture est prévue le 13 janvier 2014. 5 membres du Hezbollah sont accusés d'avoir pris part à l'assassinat de Hariri. Durant le procès, le procureur, la défense et les représentants des victimes devront présenter leurs arguments devant les juges de la chambre de première instance. 9 soldats de l'infanterie israélienne ont franchi ce matin la barrière technique dans la région du Ouazani, dans le sud Liban, puis se sont rendus vers une zone revendiquée par le Liban. Selon l'Agence nationale d'information, les soldats de Tsahal sont restés sur zone pendant 1 heure avant de repartir du côté israélien de la frontière. Lakhdar Brahimi à Damas, il s'agit de la première visite de l'émissaire international chargé du dossier syrien depuis décembre 2012. Il est arrivé ce matin à Beyrouth avant de se rendre par la route à Damas. Brahimi entame ainsi la phase la plus délicate de sa tournée régionale. Sa mission, convaincre le régime et l'opposition de participer à la conférence de paix prévue en novembre à Genève. Une conférence totalement rejetée par les groupes armés. L'opposition syrienne, elle, reste très divisée sur une éventuelle participation à Genève 2, déjà reportée à plusieurs reprises. Elle réclame des garanties pour que la conférence aboutisse à un départ de Bachar el-Assad, ce que le régime rejette catégoriquement. Révoltante, c'est ainsi que Sergei Lavrov a qualifié les menaces de certains groupes rebelles syriens à l'encontre de ceux au sein de l'opposition qui veulent participer à Genève 2. Samedi soir, 19 importants groupes rebelles ont menacé de juger pour trahison les éventuels participants à cette conférence de paix, laissant clairement entendre qu'ils seront exécutés. Le ministre russe des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué que Moscou a également fait l'objet de menaces de la part de ces rebelles syriens. Selon Lavrov, ils ont averti que les représentations diplomatiques de la Russie et ses diplomates à l'étranger seraient des cibles légitimes. Dans l'actualité régionale de ce lundi, l'armée israélienne a mené ce matin un raid aérien contre le nord de la bande de Gaza, quelques heures après des tirs de roquettes provenant depuis l'enclave palestinienne. Ce raid est le premier depuis plus de 2 mois. Il survient alors qu'Israël se prépare à libérer un nouveau groupe de prisonniers palestiniens dans le cadre des négociations de paix israélo-palestiniennes. L'attaque, qui n'a pas fait de victimes, a visé un camp d'entraînement utilisé par des militants de la branche armée du mouvement Hamas à l'ouest de Beth Lahia. En Turquie, c'est à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau que la police a dispersé près de 2000 manifestants réunis devant un tribunal d'Ankara. C'est là que se tenait le procès d'un policier accusé du meurtre d'un manifestant en juin dernier. Un incident qui avait eu lieu cet été lors des manifestations antigouvernementales. Plusieurs personnes ont été blessées ce lundi. Le procès du policier doit reprendre en décembre.
C'est un signal fort lancé aux Égyptiens et aux dirigeants du Caire. Les Émirats arabes unis, qui soutiennent sans réserve le pouvoir mis en place par l'armée, ont annoncé une aide massive de 3,9 milliards de dollars à l'Égypte, de quoi venir grossir une première enveloppe. En juillet dernier, l'Émirat du Golfe avait déjà versé 1 milliard de dollars après le renversement du président islamiste Mohamed Morsi. Sur ces 3,9 milliards de dollars, une allocation de plus d'1 milliard est prévue pour financer les besoins en produits pétroliers de l'Égypte et le reste pour financer des projets de développement dans plusieurs domaines, dont ceux de la santé, de l'éducation, du logement et du transport. Direction le Soudan, où Omar el-Bashir évoque des réformes et un dialogue politique, une décision qui fait suite à l'annonce des réformateurs de leur intention de quitter son parti, le parti du Congrès national, pour former un nouveau groupe politique. Lors d'un discours à l'ouverture de la nouvelle session du Parlement, le président soudanais a déclaré que les réformes et le changement sont un processus quotidien. Discours qui intervient après des critiques au sein de son parti sur la répression meurtrière d'une contestation populaire en septembre. Dans un instant, nous ferons le point sur le procès du scandale des écoutes téléphoniques d'un tabloïd anglais accusé d'avoir piraté les téléphones de célébrités. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. La saga des écoutes de la NSS continue. Après Paris et Berlin, cette fois c'est l'ambassadeur des États-Unis à Madrid qui a été convoqué dans la matinée au ministère des Affaires étrangères. Car selon le quotidien El Mundo, l'agence de sécurité nationale américaine a espionné 60 millions d'appels téléphoniques en Espagne entre décembre 2012 et janvier 2013. Le journal se fonde sur des documents fournis par l'ex-analyste de la NSA, Edward Snowden. Dimanche, c'est un quotidien allemand qui a jeté un nouveau pavé dans la mare de l'espionnage en rapportant que la chancelière Angela Merkel était sur écoute depuis 2002. Pour la petite anecdote, l'ambassade américaine ne se trouve qu'à 350 mètres du Parlement allemand. Aujourd'hui, elle apparaît comme un véritable nid d'espions logé en plein cœur de la capitale allemande. Elle s'appelle Christian en France et St. Jude en Angleterre. Elle, c'est la forte tempête qui balaie le nord-ouest de la France et le Royaume-Uni. Des dizaines de milliers de personnes sont privées d'électricité de part et d'autre de la Manche. Les plus fortes perturbations touchent les transports aériens, routiers et ferroviaires en Grande-Bretagne. De nombreux trains ont dû être annulés. Routes inondées, chutes d'arbres et de lignes électriques, les dégâts matériels sont importants. Dans le sud de l'Angleterre, on déplore une victime. Un garçon de 14 ans a été emporté par les flots sur une plage du Sussex. La tempête a été surnommée St. Jude, patron des causes perdues, justement célébrée ce lundi. C'est un procès très attendu qui s'est ouvert ce lundi à Londres, celui du scandale des écoutes téléphoniques de l'ancien tabloïd News of the World. Parmi les 8 accusés, l'attention se focalise sur 2 anciens rédacteurs en chef, Rebecca Brooks et Andy Coulson. Ils sont poursuivis pour interception illégale de communication et corruption de fonctionnaires dans le but d'obtenir des informations. Les audiences, qui vont durer 4 mois, doivent mettre en lumière les pratiques du journal, accusé d'avoir piraté les téléphones de centaines de personnes, dont des célébrités comme Paul McCartney ou Hugh Grant. L'affaire avait éclaboussé la presse, mais aussi la police et la classe politique au Royaume-Uni. Le procès s'annonce particulièrement embarrassant pour David Cameron, très proche des 2 principaux accusés. La Géorgie a un nouveau président. Georgi Margvelashvili a été élu dès le premier tour avec 63% des voix. Inconnu du grand public et sans grande expérience politique, cet ancien professeur de philosophie de 44 ans a fêté sa victoire dimanche soir au siège du parti Rêve géorgien à Tbilissi. La page Saakashvili est donc définitivement tournée. Le candidat du président sortant n'a en effet obtenu que 20% des voix. Saakashvili, qui ne pouvait se représenter après 2 mandats, a reconnu sa défaite. Il était arrivé au pouvoir il y a 10 ans à l'issue de la Révolution des Roses. Il pourrait bientôt quitter le pays pour échapper à des poursuites judiciaires. Autre scrutin en Argentine, cette fois la présidente Cristina Kirchner a essuyé un revers de taille lors des élections de mi-mandat. Ces législatives partielles ont notamment vu la victoire de son ancien chef de cabinet, Sergio Massa, dans la province de Buenos Aires. Ce péroniste dissident a raflé ce fief traditionnel du pouvoir qui représente 40% de l'électorat national. Massa devient ainsi un sérieux prétendant à la présidentielle de 2015. Malgré cet échec, la coalition présidentielle conserve sa majorité absolue au Parlement. Aux prochaines présidentielles, Cristina Kirchner ne pourra pas briguer de 3e mandat conformément à la Constitution. Celle qui avait succédé à son mari à la tête du pays en 2007 est toujours au repos forcé après une intervention chirurgicale au cerveau.
En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, la place Tiananmen a été bouclée par les forces de l'ordre après l'incendie d'un véhicule. 5 personnes ont été tuées dans une Jeep en feu sur l'esplanade emblématique de Pékin. Le véhicule se serait encastré dans une barrière après avoir percuté des touristes, faisant une quarantaine de blessés. L'incident s'est produit à proximité de l'entrée principale de la cité interdite, ornée d'un imposant portrait de Mao Zedong. En Colombie, un otage américain a été libéré par les FARC et Kevin Scott Sutey. Un ancien soldat avait été enlevé en juin dernier alors qu'il faisait du tourisme. Il a été remis à la Croix-Rouge locale et est en bonne santé. Cette libération intervient alors que la guérilla colombienne négocie un accord de paix avec Bogota pour en finir avec la violence dans ce pays d'Amérique latine. Et puis Aung San Suu Kyi est devenue citoyenne d'honneur de Rome. Le prix Nobel de la paix et dirigeante de l'opposition birmane a été honoré par la capitale italienne. Aung San Suu Kyi a mis en avant ses choix et non ses sacrifices après avoir passé 15 années en résidence surveillée à Rangoon. Elle ambitionne de se présenter à la présidentielle si la Constitution est un jour modifiée dans son pays. 30 milliards de dollars, c'est le prix du tout nouvel aéroport de Dubaï qui est devenu opérationnel hier. Baptisé Al Maktoum, il doit pouvoir gérer un flux de 160 millions de passagers par an d'ici 2025. Il deviendrait ainsi le plus important aéroport du monde. Pour l'heure, ce nouveau projet pharaonique ne dispose que d'une capacité de 5 millions de passagers par an qui transiteront par son unique terminal. Situé à une cinquantaine de kilomètres au sud du centre de Dubaï, l'aéroport fait partie d'une immense structure baptisée Dubai World Central qui s'étend sur 140 km² et inclut une cité logistique, une cité de l'aviation, une zone commerciale et résidentielle ainsi qu'une cité du Golfe. L'aéroport international de Dubaï n'est quant à lui qu'à 20 km du centre-ville. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Une semaine après le début d'un nouveau cycle de violence à Tripoli, l'armée se déploie sur l'axe stratégique de la rue de Syrie qui sépare les deux quartiers rivaux de Jabal Morsen et Bab et-Tebele. Lardar Brahimi à Damas, la mission de l'émissaire international chargé du dossier syrien, convaincre le régime et l'opposition de participer à la conférence de paix prévue en novembre à Genève. Après Paris et Berlin, l'ambassadeur des États-Unis à Madrid convoqué au ministère des Affaires étrangères. La NSA aurait espionné 60 millions d'appels téléphoniques en Espagne entre décembre 2012 et janvier 2013. Et puis le nord-ouest de la France et le Royaume-Uni en proie à une violente tempête. Des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité de part et d'autre de la Manche. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain.